Colette, c'est une vieille dame avec une retraite très faible. Si faible qu'elle n'a pas de quoi manger à sa faim. Donc elle va régulièrement au Resto du Cœur. Et un jour, il y a un bénévole des restos qui lui prend rendez-vous avec un médiateur pour connaître ses droits. Et heureusement, elle découvre qu'elle a droit à une retraite complémentaire, mais aussi à une alloc de solidarité aux personnes âgées. Mais comme Colette, en fait, il y en a combien des personnes précaires qui n'ont pas accès à leurs droits? Et surtout, comment est-ce qu'on peut aider tous ces gens à vivre dignement? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie de mon documentaire sur l'inclusion bancaire en partenariat avec la Banque Postale. Voilà, si on veut vraiment aider les personnes fragiles financièrement à s'intégrer ou à se réintégrer dans la société, ça va bien au-delà du métier de banquier et de l'inclusion bancaire. Un énorme enjeu pour s'intégrer, c'est déjà de pouvoir accéder à ses droits. C'est pour ça qu'il y a 13 ans, la Banque Postale a rassemblé 25 acteurs de l'inclusion, comme Emmaüs ou le Secours Populaire, et créé le club de l'initiative contre l'exclusion bancaire. Parce que l'union fait la force. Et c'est justement grâce à un partenariat né de ce club que les Restos du Cœur ont pu rediriger Colette vers un médiateur du réseau PIMS et qu'elle a pu toucher la retraite à laquelle elle avait droit. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous faire découvrir le travail de deux associations de ce club qui changent la vie de milliers de personnes, et on commence justement avec le réseau PIMS Médiation. Bonjour Ella. Bonjour Pierre. Merci d'être là. Chez PIMS Médiation, votre mission c'est d'aider tous les habitants à accéder aux services publics. Vous avez plus de 100 sites fixes et mobiles. Vous allez même à la rencontre des gens en triporteur électrique. Et vos médiateurs aident les gens dans leur démarche du quotidien. Concrètement, ça peut être quoi comme démarche du quotidien ? Par exemple, quelqu'un peut venir avec sa facture d'énergie qu'il ne comprend pas. Et là, on va vraiment l'accompagner tant à comprendre sa facture, mais on va aussi balayer ses droits. Regarder si potentiellement, en fait, la personne est éligible au chèque énergie. Et en fait, elle a reçu le chèque énergie, mais elle s'en est jamais servie. Oui, parce que des fois, ils ne savent pas s'en servir. Exactement. En fait, on est vraiment dans un moment où on a une double fracture. On a la fracture numérique, avec des personnes qui ne savent pas du tout utiliser les outils numériques. Mais on a aussi des personnes qui souffrent de la fracture administrative. Donc parfois, les deux fractures sont couplées et forcément, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui sont en situation de non-recours au droit. Si en plus, tu parles pas français ou pas bien, enfin tout le jargon administratif, ou je sais pas, moi mon papy il a 90 ans et il voit quasiment plus rien. Ouais, t'as aussi des personnes avec des handicaps, ça se cumule quoi. Exactement. Et t'es rassuré d'avoir quelqu'un à qui tu peux demander t'aider quoi. Exactement. En fait, c'est vraiment ça qu'on essaye d'insuffler dans notre accompagnement, c'est un vrai accompagnement humain. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que y a eu une dématérialisation massive en France de toutes les démarches administratives, et les accueils humains qu'on pouvait retrouver dans les préfectures ou à la CARSAT, ils ont tous fermé. Et en fait, les PIMS, c'est un peu le dernier lieu où on peut bénéficier d'un accompagnement humain, et c'est vraiment ce que recherchent en fait les personnes qui poussent la porte d'un PIMS. Donc ça peut être autant pour aider les gens qui ont droit à un visa, à un RSA ou des soins de santé, pour que ces personnes-là qui ont droit à tout ça ne passent pas à côté de leurs droits pour déclarer des impôts, remplir une demande de logement social. En fait, c'est un peu un lieu tout en un. Tu me racontais, pour que vous compreniez un peu la psychologie, que chez les personnes les plus précaires notamment, c'est fréquent de ne pas ouvrir ces courriers administratifs et de les ranger dans un tiroir par exemple. Alors effectivement, pour les personnes qui ont un petit peu peur des administrations, alors précaires ou non, parce que là on a vraiment tout public confondu, et on a des personnes qui, dès qu'elles voient un courrier avec la Marianne ou alors le nom de leur fournisseur d'électricité, elles ont peur, elles paniquent, et donc elles vont ranger ça dans un tiroir. Tu te dis, tant que je l'ai pas ouvert, ça n'existe pas. Exactement, ça veut dire que ça n'existe pas, ça veut dire que tout va bien pour moi, et voilà, on met un peu ça de côté, et puis un jour malheureusement, voilà. Alors après, peut-être que le courrier c'était juste le chèque énergie, donc c'était une bonne nouvelle. Ouais. Mais parfois c'est pas le cas. Mais en général. Voilà, parfois c'est pas le cas. Ouais. Mais oui, c'est sûr que forcément il y a une forme de stress, et quand tu as déjà plein d'autres problèmes à gérer, ça peut vite du coup créer des impayés qui font effet boule de neige. Et du coup, dans ces cas-là, ces personnes, vous les aidez comment ? Par exemple, avec nos entreprises partenaires, on va être en capacité de mettre en place des échéanciers pour les clients qui sont en situation d'impayé. Pour les PIMS, donc on en a plus de 90 qui sont labellisés France Service. Ils ont des liens privilégiés avec les opérateurs publics de France Service. Donc
là, de la même façon, ils vont être en capacité d'aider encore plus les usagers qui peuvent être en difficulté ou qui sont en situation complexe avec la CAF et par exemple n'arrivent pas à avoir de retour de la CAF depuis un moment. Et avec le label Point Conseil Budget, on a 20 PIMS qui sont labellisés Point Conseil Budget actuellement. Là, on va être plutôt sur toute l'éducation budgétaire des personnes pour prévenir les situations, parfois. C'est ce qu'on préfère faire. Mais parfois, malheureusement, on a des personnes qui sont en situation de surendettement et là, on va les accompagner à faire un dossier de surendettement. Ok. Donc là, vous voyez un peu tout le panel de manières dont les PIMS peuvent aider les gens. Mais pour nous aider à nous projeter, c'est comment un peu l'ambiance dans un site d'information PIMS ? Alors, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il faut savoir qu'en 2024, on a accompagné plus de 470 000 usagers sur nos 100 sites. Voilà. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de personnes qui sont assez stressées. Surtout les personnes qui vont peut-être passer la porte du PIMS pour la première fois parce que en fait elles ont tapé à plein de portes avant et à chaque fois la porte s'est refermée, on l'a dit non c'est pas chez nous, on peut pas vous aider, etc. Donc il y a beaucoup de monde mais en fait c'est assez silencieux et lourd. Exactement. Au début. Et en revanche, une fois que la personne a été accompagnée et qu'elle a trouvé une solution, parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est toujours de trouver une solution. Et quand on n'a pas la solution, quand la solution c'est pas chez nous, ça va toujours être une orientation qui est suivie d'un coup de fil auprès de la structure vers laquelle on va accompagner la personne. On va orienter la personne, pardon. Ben là, la personne, elle est ravie et on sent qu'il y a un soulagement. Puis souvent, du coup, nos médiateurs, ils vont recevoir des gâteaux de la part des usagers qu'ils ont accompagnés. Voilà, le meilleur job. C'est ça. C'est souvent les personnes reviennent le lendemain avec plein de gâteaux pour les médiateurs. Là, tu me disais avec le Ramadan, là, il y en a qui reçoivent plein de cornes de gazelle. Là, voilà, là, c'est une bonne saison. C'est pas la meilleure saison, je pense, pour perdre du poids, pour les médiateurs au sein du PIMS. C'est pas la période des régimes, mais effectivement, ouais, on a. Voilà, c'est des petits gâteaux. Les personnes, elles sont tellement reconnaissantes en fait du travail des médiateurs. Bah, faut bien comprendre que eux, quand ils arrivent chez vous, voilà, vous êtes un peu dernier espoir. Il y a une forme de détresse, pardon, et que bah oui, eux, toute leur vie, elle peut tenir à un virement, à l'obtention d'un papier d'identité, à l'obtention d'un logement, et donc. C'est aussi pour ça qu'il y a une reconnaissance aussi extrême, c'est que bah vous êtes vraiment d'utilité publique pour des personnes qui en ont extrêmement besoin, quoi. Exactement. Et vraiment, on a une augmentation en plus des besoins et du nombre de personnes qui se rendent dans les PIMS médiation. Parce qu'en fait, elles comprennent pas les démarches en ligne et surtout, elles ont besoin de cet accompagnement humain. Parfois, on a des personnes qui ont plus besoin d'un coup de pouce ou qui ont plutôt besoin en fait d'être juste rassurées. Parfois, quelqu'un qui vient faire son actualisation Pôle emploi ou son actualisation de demande de logement social. Donc potentiellement, les personnes vont venir tous les mois. Mais c'est parce qu'en fait, peut-être qu'une fois pour l'actualisation Pôle emploi, France Travail maintenant, elles ont mal fait l'actualisation et du coup, elles ont perdu leurs droits pendant plusieurs mois. Et elles veulent pas que ça se reproduise et donc elles vont venir au PIMS parce qu'elles savent qu'au PIMS, j'ai le médiateur ou la médiatrice qui est avec moi pour faire avec mes démarches. Et donc ouais, en fait, vous pouvez changer leur vie en 40 minutes, quoi, en obtenant un papier. Exactement, avec un rendez-vous, on arrive en tout cas à débloquer des situations pour les usagers. Alors parfois, forcément, oui, des fois, c'est pas possible, des fois, parfois ça prend ils reviennent beaucoup plus longtemps, plusieurs fois parce que c'est sûr qu'on a souvent une personne, donc, comme je le disais tout à l'heure, une personne qui vient pour une facture énergie. En fait, potentiellement, elle est aussi éligible à des aides de la CAF, au chèque énergie, et potentiellement, on se rend compte que voilà, elle a d'autres problématiques sur lesquelles on va accompagner. Ouais, bah c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir une approche globale de la personne et de ses droits, et du coup, souvent, il y a des angles morts, et ils savent même pas qu'ils ont droit à certains droits, quoi. Tout à fait. Nous, on est vraiment dans notre objectif, c'est vraiment de prévenir le non-recours et d'accompagner les personnes à accéder à leurs droits. C'est pour ça que les PIMS ont été créés il y a 30 ans. Bon anniversaire d'ailleurs. Merci. Et c'est pour ça qu'on continue à agir et que 30 ans après, on a encore besoin de nous. On a même peut-être plus besoin de nous sur différents territoires. Avant, on était présent plutôt uniquement en quartier prioritaire. Depuis, on a fortement développé aussi des PIMS médiation en milieu rural. On développe des actions auprès de salariés d'entreprise parce que souvent, elles étaient obligées de poser des jours de congé pour venir se faire accompagner au PIMS. Donc ça montre en fait à quel point on est utile et à quel point on change la vie des gens par un accompagnement qui est toujours neutre, impartial. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de recréer du lien avec les personnes
pour éviter, comme je le disais, qu'elles soient en non-recours. Tu changes la vie des gens, que t'aides vraiment, et t'as plein de gâteaux. Franchement, moi j'hésite à devenir médiateur. Et ça, je crois que t'allais en dire. Est-ce que je peux évoquer le fait justement que nos médiateurs ils sont majoritairement en contrat aidé et donc nous notre objectif c'est le tremplin professionnel de nos médiateurs, donc ils sont majoritairement en contrat aidé et à la suite du PIMS l'objectif c'est qu'ils retrouvent une formation ou un emploi. Qualifié, durable. C'est aussi des personnes éloignées de l'emploi à la base. Exactement. Génial, donc gagnant sur toute la ligne quoi. Voilà ce que vous faites au PIMS et notamment avec le club de l'initiative contre l'exclusion bancaire. Vous avez mis en place un partenariat avec la Banque Postale où au départ, par exemple dans la file d'attente où vous faisiez des ateliers, des médiateurs PIMS formaient des clients de la Banque Postale à utiliser l'appli de la banque, par exemple des seniors pas du tout à l'aise avec les écrans, pour les aider à gagner en autonomie. Mais vous avez voulu aller plus loin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Vous faites votre travail de médiateur, mais chez des partenaires du club. Par exemple, vous avez des médiateurs dans les centres des Restos du Cœur et vous pouvez proposer des ateliers sur l'éducation budgétaire, t'en parlais, pour aider les gens à reprendre le contrôle sur leurs finances, l'inclusion numérique. J'imagine, vous devez être trop fier quand quelqu'un arrive à faire ses démarches en ligne tout seul ou même juste faire un virement sans passer par le guichet. Ou encore et toujours l'accès aux droits. C'est comme ça, par exemple, vous avez pu aider une mère de 3 enfants qui croyait qu'elle avait droit à rien, c'est ça? Tu peux nous raconter? Récemment, dans le cadre de l'expérimentation qu'on a menée l'an passé avec les Restos du Cœur, on a une mère de famille qui a été accompagnée par des médiateurs du PIMS Médiation. Et en fait, cette dame, elle pensait qu'elle avait le droit à rien. Elle habitait du coup en foyer, elle a 3 enfants. Et en fait, elle a commencé par une demande de RSA. Ensuite, elle s'est rendue compte qu'il y avait pas mal d'autres aides auxquelles elle était éligible auprès de la CAF. Elle a forcément accompagné à ouvrir un compte auprès de la Banque Postale, puisqu'en fait, elle avait pas de compte. Voilà, c'est ça. Elle n'avait pas de compte dans une banque classique. Puis pour recevoir les aides de la CAF, par exemple. Exactement. Et c'est allé même beaucoup plus loin, parce que la personne a été accompagnée pour sa demande de logement social. Et aussi pour inscrire ses enfants à l'école. Donc là, on est vraiment sur un accompagnement à 360 degrés qui a permis de changer la vie de cette dame, je l'espère. Ouais, pas qu'un peu, ouais. Ça valait le coup de venir au PIMS, là. C'est vrai qu'avec la dématérialisation et toutes ces démarches uniquement en ligne aujourd'hui, on voit bien du coup à quel point l'inclusion bancaire et numérique est étroitement liée à l'inclusion sociale. Et c'est pour ça que je vous emmène tout de suite à la rencontre de la Croix-Rouge qui fait partie du club de l'initiative contre l'exclusion bancaire. Merci Ella. Merci Pierre. Bonjour Alexandra. Bonjour Pierre. Vous, dans chaque antenne de la Croix-Rouge, vous aidez les gens de plein de manières, par exemple en donnant des repas ou une adresse de domiciliation à des personnes SDF, par exemple. Mais surtout, vous aidez les gens à accéder à leurs droits. Toi, Alexandra, tu es assistante sociale à la Croix-Rouge de Lille, où tu gères justement ce pôle d'accès aux droits avec 9 bénévoles. Vous aidez les gens sur quoi, par exemple ? Alors, notre travail, c'est déjà dans un premier temps d'écouter et d'orienter. Ça peut être refaire une demande de carte d'identité, accompagner les gens sur des démarches auprès de la caisse d'allocation familiale, faire des demandes d'aide médicale d'État auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, tous les trucs déjà en tant que Français c'est relou à faire. Du coup forcément, vous, je crois qu'il y a 80% des personnes que vous accompagnez qui sont migrants. C'est encore plus un cauchemar quand tu parles pas la langue ou que tu connais pas le système, quoi. Tout à fait. Ça peut être problématique et ça peut couper ou freiner les droits de beaucoup de bénéficiaires. Ouais. Par exemple, tu as aidé un Français de 35 ans qui a un parcours de rue avant de faire de la prison. Et quand il sort, son RSA a été coupé parce que, surprise, il pouvait pas se présenter au rendez-vous de contrôle vu qu'il était en prison. Donc lui, par exemple, vous avez réussi à lui ouvrir ses droits. Tu as aussi accompagné Mansour, un migrant afghan qui a perdu toute sa famille sur la route en essayant de venir en France. Dans le sens, on ne sait pas où ils sont. Et lui est arrivé mineur en France. Alors en plus de l'aider de faire les démarches pour essayer de retrouver les membres de sa famille, vous l'avez aidé à ouvrir un compte. Mais ça avait l'air compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter comment les banques, en fait, juste refusaient de lui ouvrir un compte ? Une petite parenthèse sur la situation de cette personne qui sortait d'incarcération, qui n'avait plus de documents d'identité, qui n'avait absolument plus rien. Donc la première étape, c'était déjà de lui refaire faire une pièce d'identité, puisque sans ça, il n'y a pas d'ouverture de compte possible non plus. Ouais. Et concernant Mansour, effectivement, ça a été
Ça n'a pas été simple. On a eu beaucoup de refus avant de pouvoir enfin ouvrir un livret à la Banque Postale. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu dans plusieurs établissements bancaires où, clairement, dans l'un d'eux, il nous a été dit que le pays d'origine, qui était l'Afghanistan, de ce jeune, ne permettait pas l'ouverture d'un compte. Certains établissements sont frileux quant au pays d'origine de certaines personnes pour l'ouverture de comptes bancaires. Ouais, ils ont des listes de pays qui sont blacklistés en fait, quoi. C'est ça, apparemment, tout à fait. Ouais. Alors, ouvrir un compte, c'était la première étape, mais le gros enjeu, c'est de l'aider à obtenir le statut de réfugié. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu t'es connecté avec lui, je crois, sur le site de la préfecture pour savoir s'il pouvait rester en France ou pas, en gros? Oui, grand bonheur quand on est allé sur le site et qu'on a pu enfin télécharger sa nouvelle attestation. Bon voilà, non, dans ces moments-là, c'est vraiment des moments de joie partagée. Ouais. Voilà. Parce que quand tu te connectes, tu sais pas en fait avant est-ce que tu vas être accepté ou pas. Donc j'imagine le stress, quoi. C'est comme les résultats du bac, mais fois 1000, quoi. J'imagine qu'il dit attends Alex, est-ce que tu peux relire 4 fois pour être sûr que c'est bon STP? Oui, enfin pas relire, mais parce qu'ils connaissent le document, hein, donc ils savent très bien. Voilà, ils arrivent à visualiser. Mais effectivement, une attestation, c'est un avis favorable. Bon voilà, là c'est l'apothéose. Autre exemple, à la Croix-Rouge de Lille, vous donnez des colis alimentaires à 900 personnes chaque mois. Parmi elles, il y a Nour. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Nour et de sa fille? Oui, tout à fait. Alors Nour est d'origine libyenne. Ok. Elle est accompagnée de sa petite fille Lina. Ça fait 5 ans qu'elle est sur le territoire. Elle a effectué une demande d'asile qui a été rejetée. Sa petite fille est diabétique et régulièrement hospitalisée. Elle fait des crises assez sévères. Elles n'ont pas d'hébergement stable, je crois. Donc, non. Et en fait, depuis leur arrivée, ça fait 5 ans qu'elles sont hébergées chez des tiers, mais de façon complètement instable. Et ça implique à changer d'endroit très régulièrement avec ses valises, avec ses affaires, sans savoir où elles dormiront la semaine d'après. Mais voilà, c'est le parcours de beaucoup de personnes qu'on accompagne. Et du coup, elle a réussi à obtenir une place en hébergement. Et c'était comment quand tu lui as appris la nouvelle au téléphone? Oui, alors quand je l'ai appris, malheureusement, elle était grippée et couchée. Elle venait juste d'intégrer... Super, merci beaucoup. C'est ça. Elle venait juste d'intégrer l'hébergement, mais oui, grand soulagement. Énorme soulagement pour cette maman. Hein. Pour l'instant, elles sont toutes les deux à l'abri, mais le travail n'est pas terminé. Ouais. Parce que là, c'est un hébergement temporaire, donc ça reste une semi-victoire. Il y a un autre exemple avec l'histoire d'Omid, un jeune Afghan de 28 ans, justement, et comment vous lui avez trouvé un appart définitif, en fait? Oui, alors Omid, là, il est en train de rentrer. Il va signer son bail très prochainement. Trop bien. Ouais, tout à fait. Avec, en fait, un hébergement solidaire qui s'appelle Melting Spot et qui est en train de rénover, du coup, des bâtiments, hein, des maisons, des collectifs où chacun a sa propre chambre avec des sanitaires. Sachant que à Lille, je crois qu'il faut attendre 2-3 ans avant d'avoir un logement social. Et donc là, ça faisait aussi partie de vos actions avec Mansour, pas du tout avec Mansour, avec Omid, de faire les visites avec lui et du coup de l'accompagner à la signature, quoi. Toi, Alex, pourquoi ça te tient à cœur de faire tout ça? Moi, ça me tient à cœur parce que pour moi, ce métier, c'est vraiment l'essence de la société. S'il n'y a pas de solidarité, une société ne tourne pas, ne fonctionne pas. Super, merci Alexandra. Vous l'aurez compris, l'inclusion, c'est un sport collectif. Derrière des choses très concrètes comme trouver un logement, un travail ou payer la cantine de ses enfants, on parle de la dignité de millions de personnes et de leur vie, tout simplement. Alors oui, ouvrir un compte ou un livret A d'accessibilité bancaire, c'est ouvrir une première porte vers l'inclusion. Mais derrière, il y en a beaucoup d'autres à ouvrir pour inclure vraiment les millions de personnes vulnérables financièrement. Et c'est là que l'union fait la force, en multipliant les ponts entre tous les acteurs de l'inclusion pour aider ceux qui en ont besoin. Donc, merci à la Banque Postale, partenaire de ce documentaire, de m'avoir permis de plonger dans ce monde de l'inclusion, aussi révoltant que passionnant, surtout pendant que plein de grandes banques usent et abusent du greenwashing ou du social washing. À la Banque Postale, ils font un travail social sur le terrain assez inspirant, et pourtant personne ne le sait, donc je suis ravi de le faire savoir. Voilà, c'est la fin de ce documentaire. Ciao tout le monde, à dimanche prochain.